Autour de la table, Nicolas Doucerin. Salut Nicolas. Salut Stéphane. Fondateur de Valumen. Il n'est pas autour de la table, mais il est à Bordeaux. Stéphane Van Nuffel. Salut Stéphane, à distance. Bonjour Stéphane. Et Aziz Seni. Salut Aziz. Tiens, on va parler beaucoup d'entrepreneurs, mais on dira un mot de ton quartier d'affaires, là, ça m'intéresse. Et donc, tu nous raconteras ça. Oui. Je lis des trucs, des débats, bon, on ne va pas rentrer dedans, mais des débats surréalistes en ce moment, et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, quoi. Les derniers chiffres, donc alors oui, d'accord, c'est grâce à l'utilisation massive des finances publiques. On pourra en dire un mot, Nicolas, je sais que c'est un sujet pour toi. Mais sur l'emploi, on va peut-être voir, je ne sais pas si on peut voir les courbes qu'a envoyé l'INSEE, là, en début de semaine. Sur les 15-24 ans, le taux d'emploi est le plus élevé depuis 1991. Sur les 50-64 ans, et ça c'est très intéressant dans l'optique de la réforme des retraites, c'est tout simplement le plus haut historique. Donc jamais eu autant d'emplois ni de personnes en emploi en France dans l'histoire. Et ça mord même une partie de ce qu'on appelle le halo du chômage. Personne à temps partiel souhaitant travailler plus, hein, ça c'est un des sujets, eh bien il est à son plus bas niveau depuis 1992. Voilà. Et alors, la question que je me pose, tiens, que je te pose, Nicolas, toi qui es au contact des boîtes en permanence, est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs une forme d'emploi de précaution ? C'est-à-dire, on est tous d'accord que l'activité ralentit, on est tous d'accord que la guerre en Ukraine va sans doute nous amener un choc, donc prenons déjà ce qu'il y a à prendre, et des entrepreneurs qui se disent « Ok, je vais peut-être avoir un petit souci, mais il n'est pas question que je lâche mes gars parce que je ne sais pas si je les retrouverai, vu la pénurie de talent et les batailles de recrutement que je dois mener en ce moment. » Oui, alors... Vas-y. Non, deux éléments. Bon, d'abord, il faut se réjouir des chiffres. Hein. Franchement, on a pendant des années... on avait le chômage de 11, on se souvient du quinquennat de François Hollande qui attendait désespérément la baisse du chômage. Là, on a des signaux extrêmement positifs et dans toutes les catégories, et notamment chez les jeunes, et il faut s'en réjouir. Maintenant, il y a un petit point où je ne suis pas tout à fait d'accord. Je regardais un peu l'analyse. Pour le moment, il n'y a aucune baisse. Hein. Aucune baisse de quoi? Aucune baisse. La demande en matière de recrutement, de management de transition et d'activité aujourd'hui, ça continue d'accélérer. Ouais, mais... Et je suis impressionné dans tous les secteurs d'activité. Alors, il va sans doute y avoir quelques répercussions. Tu vois, Nicolas, je me souviens... Aujourd'hui, j'ai pas. Hein. Je me souviens d'un bouquin écrit par un entrepreneur assez sympa. C'était aux alentours de 2008. Le bouquin s'appelait « Ma petite entreprise a connu la crise ». Et la couverture, tu avais un gars dans sa boîte et puis tu avais une vague qui montait. Ouais. Et le gars dans sa boîte, il voyait pas la vague. Bon, je le dis pour ça, c'est le bouquin de Nicolas. Voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés. Le tsunami. Alors, ce sera pas un tsunami, mais la vague, tu vas te la prendre. Alors, la vague, on va se la prendre. Là, il ne faut pas que les chefs d'entreprise aient la moindre illusion là-dessus. Mais ils seront les derniers à la voir. C'est toujours comme ça, hein, c'est normal. Hein. Oui, tu as raison, mais moi, ce qui me frappe aujourd'hui quand même, il y a quand même quelque chose qui change là, c'est qu'on est en train de vivre des transformations organisationnelles au niveau des métiers extrêmement importantes. C'est vrai. Et les grands projets, je le vois notamment sur la partie IT digitale, sur les sujets de cybersécurité aujourd'hui, sur les changements d'organisation du mode du travail, même si aujourd'hui il y a un ralentissement, ces investissements qui ont débuté, ils ne vont pas pouvoir les arrêter tout de suite. Parce que c'est tout simplement vital, c'est structurel, et c'est ce qui est d'ailleurs extrêmement optimiste. C'est-à-dire que je pense que la tendance, on va avoir effectivement quelques entreprises qui vont souffrir, et on commence à en percevoir notamment dans le BTP, hein, je le vois en ce moment, il y a un vrai problème d'approvisionnement, de matières premières, et donc ça va jouer forcément un peu sur l'activité. Et donc de free cash flow, quoi, et donc de BFR, quoi. Voilà, mais le côté très positif, c'est que je pense que la tendance sur, on va dire 2030, là, sur les 7-8 ans qui viennent, la tendance, c'est qu'on va aller vers un marché du plein emploi avec une vraie transformation de nos sociétés, une vraie transformation des métiers, et ça, par contre, c'est très excitant. Stéphane, à Bordeaux ? Moi, je suis assez d'accord avec Nicolas. Alors, je vais parler de quelque chose que je connais bien, qui est plutôt la partie IT et digital, parce que finalement, ces chiffres sont de façon très surprenante, très bons. Et on est surpris quand les chiffres sont bons en France, Stéphane, et ça fait quelques années qu'on se connaît, et ça fait plusieurs fois qu'on se dit, est-ce qu'on pourrait juste une fois peut-être se dire que les choses vont pas si mal que ça, même si le sport national est de toujours s'inquiéter plus que de raison. Alors je reviens sur mon propos, je rebondis juste sur ce que disait Nicolas, parce que les chiffres, on peut les discuter dans un sens ou dans un autre. Moi, je n'ai pas à mon niveau, dans mes clients chefs d'entreprise et dans les différentes associations, clubs d'entrepreneurs auxquels on participe, très tournés
tech, hein, en fait, très tourné French Tech, sur net investissement. Maintenant, on travaille beaucoup sur des outils digitaux. Euh, Évidemment, c'est des secteurs où pour l'instant, on a du mal à imaginer un ralentissement quelconque, parce que le monde se digitalise sans cesse, et à chaque fois qu'on a l'impression d'arriver au bout d'un mouvement RH pour telle typologie de salariés, je pense à un développeur d'un côté, un web marketeur de l'autre côté. Bah après, il y a eu maintenant des besoins en community management sur les réseaux sociaux. Maintenant, on a d'énormes besoins sur la production de vidéos parce que YouTube est en train de devenir le moteur de recherche devant Google. Alors, il appartient à Google, ça tombe bien pour eux, parce que des nouveaux réseaux sociaux, normalement pour les enfants comme TikTok ou Instagram, sont en train de rentrer dans le business. Donc, on a besoin d'avoir des gens pour nous aider à être présents sur ces médias qui ne sont pas des gens de 18 ans. C'est des gens qui ont besoin soit d'évoluer. Alors, voilà, moi, je suis moins à l'aise, évidemment, avec la catégorie qui est plus âgée, parce que c'est moins la cible fondamentale de ce qu'on recherche aujourd'hui. Mais moi, je resterai sur, c'est rassurant, et je continue à être d'accord avec Nicolas. Je n'ai pas l'impression qu'il y a d'inflexion. Et pour l'autre partie de mon métier, qui est la partie commerciale. Donc nous, on fait du conseil en gestion de patrimoine, donc c'est du commercial diplômé, mais ça peut être du commercial assis, ça peut être du commercial à l'ancienne, qui fait du réseau, ça peut être du e-commercial qui est au téléphone, à distance, malgré un Master 2 en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, vous pouvez diffuser des produits financiers, des solutions financières à distance. Bah là, ça recrute dans tous les sens. Les grands groupes, ceux que je connais très bien de proximité, comme les concurrents avec qui on bosse aussi au quotidien en architecture ouverte, pour l'instant, ça ne dégrossit pas. Il n'y a que les banques, objectivement, et les grandes compagnies d'assurance qui, sur le middle office, tirent un peu la langue parce qu'ils avaient beaucoup de gens. Mais sinon, en termes de dynamique, ça place de l'argent, Nickel. ça continue. Voilà, je reste positif. Aziz, comment est-ce que tu vois les choses, toi ? Moi, par rapport surtout aux TPE, aux petites PME, c'est sûr que dans mon entourage, j'entends beaucoup effectivement de gens qui se disent, qui ont le sentiment du fait de ce que tu disais sur le BTP, par exemple en sous-traitance, ou d'autres secteurs, c'est que le coût d'acquisition en termes de recrutement et d'investissement pour recruter une nouvelle personne, l'arbitrage est fait entre je garde, même si c'est à la marge, même si, etc., versus je prends le risque de les laisser partir, ça me fait une économie maintenant, mais combien vais-je transpirer et combien vais-je devoir dépenser pour pouvoir recruter demain ou après-demain ? Je crois que c'est super important. Maintenant, il y a aussi enfin, je sais que c'est un formatage effectivement franco-français, mais on se dit ça va bien, et en même temps on a tous ces discours et toutes ces analyses, j'en parlais tout à l'heure dans les loges avec un spécialiste, c'est que on a l'analyse des marchés financiers. J'ai lu attentivement la sortie du président de Goldman Sachs sur, il nous annonce l'apocalypse en langage Quai d'Orsay. Là, ça m'a échappé. Ah bon, t'es sûr ? Ouais, en disant ça va être très 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 compliqué dans les mois qui arrivent. Oui. Sur les marchés financiers, Goldman Sachs, sur les marchés financiers. Comment ça se décale et comment ça arrive sur l'économie dite réelle ou pratique, je ne sais pas. Et le tsunami, est-ce qu'il ne va pas passer d'abord par ces marchés financiers avant d'arriver à ma petite PME installée c'est pas 2008, Aziz, non, c'est pas 2008. Je ne sais pas. Je ne sais confiance. pas. Non, mais c'est intéressant parce qu'on peut juste expliquer pourquoi. Le sujet, c'est toujours le même. Le sujet, c'est la liquidité. Le sujet, c'est la capacité qu'ont les banques à se refinancer de manière normale, au jour le jour, parce que ça se passe au jour le jour, et derrière à irriguer l'ensemble du tissu économique. 2008, c'est ça qui s'arrête. Bien sûr. Voilà, tout à coup, les 100 directeurs financiers des 100 plus grandes banques du monde se font plus confiance, et c'est la fin, c'est le coup d'arrêt total de la liquidité, et donc c'est une embolie générale du système. On n'en est absolument pas là, on n'en est d'autant plus pas là que les banques centrales depuis ont pris le pouvoir en fait d'une certaine manière sur la circulation de l'argent, on va le dire comme ça. Mais après, tu as une récession. Alors, je lisais là, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale aux États-Unis qui dit on n'aura pas de forte récession. Ce qui est une manière de dire quand même qu'il commence à anticiper une légère. Et puis il y a, et ça on en parlait la semaine dernière, allez voir tout ce que nous raconte Laurence Daziano sur ce qui se passe en Chine. Enfin, peut-on imaginer, même un seul instant, pouvait-on imaginer un seul instant, je ne sais pas, il y a 2-3 ans, qu'on pourrait parler de récession en Chine, et pourtant s'ils continuent au train où ils vont jusqu'en octobre-novembre, au moment de leur congrès, oui, peut-être qu'il va y avoir... Et donc ça, forcément, nos boîtes ici, elles vont en subir la conséquence, mais je ne crois pas quelque chose de comparable. Mais je voudrais juste... Attends, parce qu'il y a un point important. Est-ce qu'on peut remettre la courbe du chômage ? Je ne sais pas jusqu'où elle va, la courbe de je voudrais juste la courbe de l'INSEE, mais je ne sais pas, juste pour que je vois, parce qu'en fait, ce qui se passe, tu sais, Nicolas, mais je le dis 2-3 fois ici, mais François Hollande avait inversé la courbe du chômage, tu sais.
En fait, ce qui est terrible pour lui, simplement, on l'a su 3 ans après. Ouais. Mais en fait, quand tu regardes aujourd'hui les courbes de l'INSEE, les longues courbes de l'INSEE, les longues séquences de l'INSEE, en fait, oui, il avait inversé la courbe du chômage, simplement, on ne le savait pas. Mais bon, tant pis. Derrière, deuxième point, juste, alors je ne sais pas si on le voit là, non, la séquence n'est pas assez significative. Mais je vous l'apporterai une fois, la grande courbe là, sur 20 ans, et on le voit bien. Et sinon, deux autres éléments que je peux peut-être vous montrer autour de, et qui montrent un petit peu aussi la situation, c'est quand même la dégradation très rapide des situations de trésorerie. Donc ça y est là, et c'est donc Rexecode qui nous a apporté ça, et Denis Ferrand nous commentait. Voilà. Donc là c'est très très clair, hein, les situations de trésorerie qui se dégradent très vite. Donc ça c'est l'ensemble du pognon qui avait été accumulé grâce au PGE, qui a été mangé par l'inflation. Les patrons ont fait le choix de préserver les prix, ou en tout cas de ne pas trop augmenter les prix, et donc de prendre sur leur marge. Et là on arrive au bout du truc. Voilà. Je ne sais pas si Nicolas, c'est quelque chose que tu constates. C'est très clair dans le bâtiment, ça. Alors ça, c'est évident. Dans le service. C'est clair, en fait, il y a plusieurs catégories d'entreprises. Il y a toutes les entreprises qui étaient fragiles avant la crise sanitaire et qui ont eu cet effet d'aubaine, effectivement, de bénéficier du PGE et qui ont permis de tenir, on va dire, pendant les 2 ans. Mais maintenant où on commence à reprendre, évidemment, le remboursement de ce prêt et l'étalement, et une situation qui s'est dégradée pour d'autres raisons, à commencer par les problèmes d'approvisionnement, toutes ces entreprises qui étaient fragiles, on va commencer à les retrouver là. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on va commencer à avoir une hausse, même si on part de chiffres très bas, du redressement, des faillites d'entreprises. Il y a un certain nombre d'activités où ça ne va pas échapper, elles vont disparaître de l'économie. Et de l'autre côté, on le voit bien, il y a eu des marges records, parce qu'on parle de la trésorerie, mais les entreprises françaises n'ont jamais gagné autant d'argent durant la crise. C'est clair. Parce qu'il y a eu des effets, il n'y a pas eu que ça, il y a eu le chômage partiel, il y a eu de fortes indemnités, il y a eu quand même énormément de soutien et d'argent public, ce qui fait que les résultats ont des bilans très positifs. Et d'ailleurs, je l'invite, je le redis, il faut profiter d'avoir de très bons bilans aujourd'hui pour encore emprunter, alors que les taux d'intérêt commencent à remonter. C'est le moment d'emprunter pour les entreprises qui ont cette capacité et qui ont en plus de ça un excellent exercice fiscal. C'est le moment de le faire. Il ne faut pas le faire dans 2 ans, dans 3 ans. D'abord, même pas dans 6 mois. C'est même pas dans 6 mois. C'est maintenant et tout de suite. Ceux qui ont la capacité de pouvoir emprunter encore avec des taux d'intérêt extrêmement favorables, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut retenir une chose, c'est quand on n'a pas besoin d'argent qu'il faut emprunter. Quand on commence à avoir besoin d'argent et qu'on a un mauvais bilan, c'est tout de suite trop tard et c'est généralement pas le moment. Donc c'est quand on n'a pas besoin d'argent qu'il faut emprunter. Donc j'invite nos entrepreneurs à emprunter, en tout cas pour ceux qui peuvent. C'est pour ça que ça fait la corrélation avec la courbe emploi tout à l'heure. Ce que tu dis, c'est-à-dire cette vague d'entreprises qui commencent à fermer. Moi, comme d'autres, j'appelais ça les entreprises zombies sous perfusion. PGE, elle marche un petit peu plus, mais on sait très bien qu'à un moment ou un autre. Et puis ce moment ou un autre qui arrive, à un moment, inflation, augmentation du prix du carburant, etc. Pénurie, c'est peut-être un grand mot, mais difficulté à recruter. Pénurie, non, tu peux le dire. Pénurie de recrutement. On se retrouve pénurie avec de capital humain. Des boîtes qui vont... donc je ne sais pas, pour faire la corrélation avec le sujet de tout à l'heure, si cette courbe euphorique, puisque tout le monde est content sur le niveau d'emploi, je ne sais pas si elle va perdurer, justement à cause de toutes ces défaillances qui sont en train de s'annoncer et que tout le monde avait anticipé, parce qu'on a tous dans nos entourages des boîtes qui... Écoute, là, donc, effectivement, tu voulais parler de ce sujet de défaillance d'entreprise. Tu m'as envoyé une étude d'Allianz Trade, là, reprise par l'AFP, qui parle de défaillance mondiale, de reprise de défaillance à l'échelle mondiale, où, évidemment, les systèmes sont beaucoup moins protecteurs qu'en France. Moi, je voyais la dernière étude d'Altares, donc, qui fait autorité sur cette question, disait, donc, il manque, on va le mettre entre guillemets, 40 000 défaillances d'entreprises. Donc tu peux penser qu'il y a à peu près 40 000 entreprises zombies, plus ou moins zombies, c'est-à-dire soutenues artificiellement. Dans un fonctionnement normal de l'économie, il y a 40 000 entreprises qui auraient dû disparaître. Donc on va voir ce qui se passe. Moi je le disais il y a plus d'1 an et demi, la vague des défaillances, c'est celle de Brice de Nice quand même. Ça fait 2 ans qu'on l'attend, elle ne vient pas. Elle vient pas. Il n'y a pas de vague. 2 écoles. Tu peux être allé, on va voir sur sa planche de surf, là, Stéphane, mais non, elle vient pas. 2 écoles, ceux qui disent qu'elle n'arrivera pas, et ceux qui disent elle est juste décalée. Donc, ça fait un moment qu'elle est décalée, là, Aziz. Ça fait un moment, mais les PGE sont en train d'arriver à la fin. En tout cas, je parle pour le niveau français. La Banque de France attend 3% de taux de défaut sur les BGE, max. Franchement, j'espère qu'elle a raison.
Oui, mais enfin, tu vois, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que tous les indicateurs en économie, tu sais, ils disent robustes, c'est-à-dire des trucs sur lesquels tu peux compter, quoi. En économie, il y a des trucs un peu mous, tu vois, tu donnes ton avis, ou le programme de Mélenchon, par exemple, et puis il y a des trucs robustes sur lesquels tu peux compter. Voilà, je sais pas. Stéphane, comment tu vois les choses ? Bah, alors, il y a deux, trois choses qui ont été dites là, dans ce sens-là. Avant de venir juste sur la défaillance, il y a un élément qui est très important sur le fait que les entreprises aient plutôt des bilans positifs. Et nous, on le voit, y compris les sociétés civiles. C'est parce que les gens sont beaucoup moins déplacés, ils ont eu beaucoup moins de frais de bouche, de frais de marketing physique. Et évidemment, faut pas qu'ils s'enflamment non plus. Et je pense que c'est ce que voulait dire Nicolas. En revanche, il y a une contraction du crédit pro. C'est hyper important ce que je suis en train de dire, Stéphane, parce qu'on le constate évidemment sur l'immobilier. Donc les particuliers qui veulent acheter de l'immobilier, il faut le faire aussi maintenant parce que les taux montent, mais ce n'est qu'une question de coût de crédit. Sur le pro, on le voit dans les financements, certains de nos clients, dans les financements de fonds propres pour des projets, dans les financements de développement. Et ce qui va répondre à ce que disait Aziz, c'est est-ce que ce financement privé va prendre, comme c'était espéré, finalement le relais sur les PGE. C'est un peu ça qui fait peur sur les défaillances d'entreprise, parce que je vais être le cynique, et ça me fait mal au cœur de le dire, parce que je suis un entrepreneur dans l'âme et je l'ai toujours été. Les 40 000 défaillances qui manquent ou pas, il y a deux écoles, ceux qui disent que ça ne va pas arriver ou ceux qui disent que c'est décalé. Non, il y a une troisième école qui disent que ça devrait arriver et ce ne serait pas plus mal pour certains secteurs de l'activité. Je ne le souhaite pas à mes confrères chefs d'entreprise qui nous écoutent, évidemment, mais Stéphane, j'ai confiance en eux. Et je sais que sur ce plateau, on a déjà eu plein de fois des messages hyper positifs, parce que les trois acteurs que nous sommes, y compris toi, on est des optimistes. Il faut qu'ils se renouvellent. Voilà, donc finalement, attention simplement à la contraction du crédit. Moi, j'ai peur, parce que je vois la réaction des banquiers, entre les hausses des taux directeurs, entre finalement la notion de risque qui devient beaucoup plus importante. Et nous, on l'a vécu sur un dossier, ça passait normalement par un interlocuteur qui était directeur d'un réseau d'agences, d'un grand groupe. Maintenant, ça part directement aux engagements parce que ça touche des secteurs d'activité sur lesquels maintenant les banques disent hop, 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 ça monte au-dessus. Ça n'existait pas. Tu peux nous dire quel secteur L'immobilier, la construction. Tu en parlais, je vais rester sur le bâtiment. Oui, évidemment, tout à fait. le bâtiment, il se finançait. Ils avaient des super innovations, du crowdfunding, du private equity. Ça se resserre. Donc là, les constructeurs, les promoteurs, les entreprises du bâtiment, ils sont obligés de retourner voir leur bon vieux la bonne vieille banque et leur bon vieux banquier, pardonnez-moi, pour se faire financer. Et là, l'immobilier, ils disent, bah ouais, mais attention, les permis sont bloqués, les terrains sont trop chers, les mairies juste pour aller dans ton sens, mais parce que je pense qu'on le vit tous sur nos chemins, dans le voisinage, etc. et tout, des chantiers, mais interminables, c'est-à-dire que tu te rends compte que les gars n'y arrivent pas, et sans doute pour des problèmes de pénurie, et je me dis qu'à un moment, en termes de trésor, en termes de BFR, enfin, financer tout ça, ça va devenir très très chaud, effectivement, quoi. Je sais pas, Stéphane, c'est ça super lourd, c'est super lourd. Aujourd'hui, je suis le premier par mes activités à péter les plombs des fois sur des livraisons qui sont décalées, etc. Mais là, j'ai vu des promotions, c'est très très compliqué parce que là, pour le coup, il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre. Alors, je ne vais pas acheter la pierre parce que c'est très très complexe comme sujet. Mais alors là, la pénurie de main-d'œuvre, dans la qualité de la main-d'œuvre, alors on a voulu construire pas cher, mais c'est très très compliqué. Donc là, les mecs en fait se retrouvent avec des buses, ça repousse de 3 mois à 6 mois. Et comme tu le dis, le compte d'exploitation était étiré. Il y a eu 2-3 confinements d'affilée avec des règles invraisemblables imposées aux bâtiments, alors qu'ils sont quand même à l'air libre, qui n'étaient pas imposées dans d'autres secteurs d'activité où les mecs n'avaient pas le droit de travailler à plus. Dans les Algeco, ils devaient être à 1 pour 2 mètres carrés. Enfin, des trucs improbables. Donc les mecs se retrouvent aujourd'hui quand même sur des comptes d'exploitation résidence par résidence qui sont plus du tout favorables. Donc si vous n'êtes pas un groupe solide, bah, tu as ta réponse et vous allez voir votre banquier bah, dit non, il faut rendre le PGE, mais moi je vous prête pas parce que l'immobilier c'est pas forcément le truc d'avenir. Vous venez avec du 2.0, du 3.0, ça marche. Aziz? Non, je voyais ça aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que des opérations qui se cassent la figure, c'est aussi des opérations qui peuvent être reprises et donc des opportunités pour d'autres. Donc je le disais directement, bah oui, parce qu'on parle de tout ici autour de cette table. On est là pour parler de tout. Bien sûr, mon gars. On les voit, les rapaces. C'est pas les rapaces, en mandarin, crise, c'est aussi opportunité. C'est vrai, donc, donc vrai. rappeler quand même que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, Lavoisier. J'étais obligé d'en placer une de citation. Mais donc, non, mais ça non, mais moi, parce que moi, le problème, si tu veux, Aziz, c'est que moi, je veux être spécifique après. Oui, bah, dans tous les secteurs où là encore, c'est l'immobilier. Là, je parlais d'immobilier. Ouais. Moi, j'ai une petite foncière qui s'appelle Impact Real Estate. Il y a des opportunités, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Mais des opportunités, peut-être aussi comme d'autres secteurs,
où les gens ont un peu de cash d'avance, c'est ce que tu disais. Ouais, c'est ça. Ou des relations bancaires solides de longtemps. Un track record solide. Tiens, mais attends, Stéphane, reprends le truc autour des... Tu dis, si vous avez du 2.0, du 3.0, ça se passe bien. Ça se passe pas si bien que ça, quand même. Eh ben, écoute, non, mais alors, plus largement, parce que moi j'en parle très peu, mais bon, quand même, c'est crack du Bitcoin, crack de la tech, etc. Comment est-ce que tu regardes cette histoire-là, Stéphane? alors, deux sujets très très différents. Alors, crack de la tech. Mais tout le monde. Alors attends, sujet très, très différent. Je te pose la question. Tout le monde me dit que c'est corrélé. C'est corrélé, pardon. C'est corrélé. Bah, C'est enfin, corrélé. on a vu cette conversation, toi et moi. C'est bien la preuve que c'est pas si décentralisé que ça, les actifs numériques, parce que on va pas parler que de Bitcoin, mais Ouais, bien sûr. évidemment que c'est corrélé parce que ce sont les mêmes investisseurs et on en avait parlé tous les deux sur un de tes anciens plateaux, sur Bismart, où on n'était pas forcément d'accord sur finalement quel était le tangible et palpable derrière tous ces actifs numériques. Ben si, c'est qu'en fait, c'est l'investisseur et le gré à gré. La confiance, tu parlais tout à l'heure qu'il n'y aura pas de crise comme en 2008 parce que les banques ont de la liquidité elle est basée sur la confiance. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Maintenant, quand on parle des techs, pour être plus précis, parce que les cryptos c'est autre chose, mais les techs, d'abord, ça dépend à quel moment tu mets le curseur. Parce que là, on parle beaucoup, je vais prendre l'exemple de Netflix qui est un très gros sujet. Alors évidemment, ils ont eu des annonces où leur croissance est moins exceptionnelle, voire même elle s'est même freinée, voire même arrêtée sur certains secteurs en captation de nouveaux clients, etc. Bon, ok, ce sont donc des valeurs de croissance qui sont censées croître moins vite. Donc comme elles croient moins vite, elles prennent moins 25 en bourse. Et là, on peut en parler, mais moins 25 par rapport à quoi? À une année 2020 exceptionnelle, une année 2021 quasi exceptionnelle, c'est-à-dire 2 années dues à un contexte. Donc ça dépend quand est-ce que tu prends le curseur. Oui, Si tu les tires sur 10 ans, parfaitement. voilà, C'est alors que je peux te marginal, sortir hein. des bonnes vieilles. Tu sais, on avait parlé de Walmart, je le ressors à chaque coup. Si tu tires sur 20 ans, ils éclatent, y compris tous les 2.0, les 2.0 et les 3.0 avec un bon vieux modèle de commerce parce qu'il faut qu'on se nourrisse. Donc en fait, tout dépend quand tu mets le curseur. Et deux, sur la tech, il faut regarder les thèmes. Et j'ai, il n'y a pas très longtemps, fait de gros échanges avec des gros gérants sur des thématiques. Alors, ça pouvait être des thématiques d'intelligence artificielle, sur les thématiques de l'espace, avec des profondeurs de marché hyper innovantes, comme des thématiques comme l'eau. Donc, le truc le plus basique. Bon, bah, tous ces thèmes, quels qu'ils soient, quelle que soit la profondeur, quel que soit le côté indiscutable de l'utilité de ce sur quoi on va investir, tout le monde a un petit peu pris dans les dents parce qu'on a un contexte géopolitique, un contexte de taux, un contexte d'inflation, un contexte d'inquiétude extrêmement important. Et simplement, là, on parle de flux financiers. C'est pour ça que je partage ton avis, Stéphane. Et que Stéphane, il faut l'expliquer, parce qu'on l'a expliqué avec les entreprises, il faut l'expliquer sur les marchés. C'est les moments aussi où il faut récupérer de la liquidité. C'est des moments d'incertitude où les investisseurs sont obligés de vendre une partie de ce qu'ils ont en portefeuille pour retrouver du cash et retrouver de la marge de manœuvre. C'est ça le sujet. Hein. Et il y a deux lectures pour aller dans le sens aussi un peu d'Aziz. D'abord, ils sont obligés de vendre des trucs qui fonctionnent bien parce qu'ils doivent combler finalement soit des couvertures, soit des pertes ailleurs, soit simplement de la trésorerie. Donc, ils sont obligés de vendre un truc qui marche bien. Donc, ils entraînent un peu avec l'eau du bain certains secteurs qui ne devraient pas subir. Mais c'est aussi le moment de faire des opportunités parce que là, évidemment, c'est Warren Buffett qui l'a toujours dit, il faut investir au son du clairon. Alors, c'est malheureux d'un point de vue humain, mais c'est quand tout va pas bien ou que tout le monde commence à vendre et à sortir qu'il faut rentrer parce qu'elles sont là, les bonnes opportunités sur des secteurs où il n'y a pas de discussion à avoir sur la profondeur de marché à court terme. Après, évidemment, il faut y aller très prudemment. Par exemple, sur les actifs numériques, il faut être très regardant sur ce qui se passe. Mais c'est fascinant de voir comme sont corrélées finalement toutes les classes d'actifs dans le monde à partir du moment où l'épargnant, qu'il soit institutionnel ou particulier, est touché. Tout le monde a le même réflexe. Voilà, tout le monde a le même réflexe. Je dois couvrir, donc je sors ce qui marche bien pour couvrir ce qui va mal. Ouais. Erreur fondamentale, mais vous n'avez pas le choix quand vous avez un BAL 3 sur les dents parce que vous êtes la BNP ou la Deutsche Bank, vous n'avez pas le choix. Comme monsieur Chambier ou madame Michu qui doit rembourser son crédit, quand il faut sortir 10 000, elle n'a pas le choix. Nicolas, tu regardes ça Oui, je regarde ça, mais tu vois, c'est ce qu'on évoquait sur les chiffres. Tu sais, on parlait d'Altares tout à l'heure sur les faillites d'entreprises qui progressent de 35%. Mais tout dépend où tu mets le curseur. Ah bah bien sûr. Parce qu'on l'évoquait tout à l'heure. Quand tu parles de 60 000, tu fais plus 40, plus 25%, tu dis effectivement, c'est pas normalement. Mais quand tu pars d'un chiffre qui est déjà divisé par 3,
bah en fait, ton 25%, ton 30% de hausse, il reste marginal. Tout à fait. Et là, c'est exactement la même chose. C'est comme, tu parlais de Walmart, on pourrait parler de l'action Tesla. Elle est montée à 1300, elle est retombée à 900 il y a quelques temps, ça remonte à 1100, tu dis, oh là, ça a perdu 25%. Ouais, d'accord, enfin, quand tu regardes sur 10 ans, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Après, le sujet, c'est qui reste sur 10 ans, tu vois. C'est le même sujet que pour le Bitcoin. Quels sont les gars qui en avaient en 2013 et qui en ont encore aujourd'hui? Je sais pas. Quand tu te retrouves avec une volatilité très forte, c'est quand même très très dur. Faut avoir les reins solides. Il faut avoir les reins solides et il faut avoir des convictions. Un peu de cash et un peu de temps. C'est l'action Eurotunnel. Ouh là là, c'est des souvenirs, ça. Ça Ah oui, dis donc, là... 200 à 2 euros, 1,80 €, voilà. Mais je crois qu'à un moment, c'était des centimes même. Des centimes. C'était en dessous c'était des centimes. C'était des centimes. Ok les amis, on marque une pause et on se retrouve dans un instant.